Mercredi 6 mars. J'ai beau relire les derniers mots écrits il y a quelques jours, me les mettre dans le crâne, j'ai bien du mal à profiter de mes journées. Il fait un temps de chien. Le froid, le gel et la bise glaciale qui souffle en rafale. L'hiver ne finira donc jamais. On n'en voit pas le bout, si ce n'est la nuit qui raccourcit et le plaisir de descendre de la tour à un moment où il fait encore jour. Mais là-haut, qu'est-ce qu'on dérouille. Pas question, évidemment, de rentrer à la maison et d'attendre qu'il fasse meilleur comme en janvier. Il faut finir le 3e étage quoi qu'il advienne. L'inauguration est dans presque 3 semaines. Alors on se couvre, on s'emmitoufle. Je porte 2 paletots l'un sur l'autre. Sur ma poitrine et dans le dos, des feuilles de journal me protègent un peu du vent. C'est Jules qui m'a donné l'idée. Quand il se rend à Clamart chez ses beaux-parents avec sa carriole, il n'oublie jamais d'en glisser quelques épaisseurs. Et il dit que cela change son voyage. Heureusement que j'ai aussi ma forge qui produit un peu de chaleur. Mais avec ces températures si basses, elle ne me réchauffe pas beaucoup. Le soir, mon corps est comme un gros glaçon, et je dois rester longtemps dans la boutique bien chaude pour arrêter de grelotter. Même mon oncle, qui ne travaille pas en ce moment à cause du gel, reconnaît que passer des journées entières sans descendre se réchauffer, c'est éprouvant. Et pourtant, ce n'est pas une mauviette. Les petits matins glaciaux passés à claquer des dents au milieu des légumes, il connaît. À partir de maintenant, plus question de descendre au 2e étage pour déjeuner. Avec toutes les marches à descendre et à monter, c'est trop de temps et trop de fatigue inutile. Il vous faudra rester sur place avec un casse-croûte et faire une sieste après si vous voulez. Comme ça, vous aurez plus de ressort l'après-midi, a décrété le chef des monteurs quand on est arrivé au 3e étage. Sur le coup, on a reconnu que ce n'était pas une mauvaise idée. Mais par ce froid, c'est un supplice. Dimanche 17 mars. Il fait un peu plus doux à présent. On en viendrait même à croire que le printemps arrive. Les bourgeons pointent au bout des branches et l'air, nettement plus tiède, se met à danser. Quel bonheur! Cet après-midi, cela a donné envie à maman de se promener sur les bords de Seine, et nous l'avons suivie de bonne grâce. Augustine, toute contente, visait la fête foraine du point du jour. Je l'en ai vite dissuadée. Il y avait tant de monde. Beaucoup de gens avaient eu la même idée que nous. Déambuler le nez au vent, sentir la douceur retrouvée, s'attarder devant les péniches amarrées, ou bien regarder celles qui voguaient au fil de l'eau. C'est en faisant le badaud que j'ai croisé Monsieur Faure, mon maître d'école. Il tombait rudement bien, je pense si souvent à lui. Avec quel enthousiasme, quelle chaleur il m'a parlé. Il savait que je travaillais sur le chantier comme manœuvre, puis, à présent, en tant que monteur sur la tour. Il n'ignorait rien. Dans le feu de la conversation, pour lui faire plaisir, je lui ai appris que je tenais un journal où je raconte ma vie sur le chantier. Il a bondi de joie. Ses yeux ont pétillé de surprise. « Bon sang, quelle trouvaille !» s'est-il écrié. Et il s'est arrêté là. Sans demander à le lire une fois fini. Cela devait lui brûler les lèvres, mais il ne l'a pas fait. Et moi, je me suis bien gardée de le lui proposer. En marchant d'un pas vif pour attraper maman et Augustine, j'ai un peu réfléchi à cette histoire de journal. Je me suis dit que j'avais écrit ce cahier pour moi tout seul, pour papa un peu aussi. Il n'est pas destiné à être lu. Jamais je ne le ferai lire à quiconque, pas même à ma mère. Surtout pas à elle d'ailleurs, à cause de mon accident et de tout ce que je révèle sur mes journées. Donc, j'en suis venue à cette idée. Si mon journal doit rester secret, je ferai bien de le cacher, de le placer hors de la vue de ma famille. Ma sœur, je ne le sais que trop bien, peut être une redoutable moucharde. Alors, passons à l'action. Mardi 19 mars. Avoir croisé mon maître, Monsieur Faure, l'autre jour, m'a fait penser à un récit qui se trouvait dans notre livre de lecture. C'était l'histoire de 2 alpinistes en train de gravir le point culminant d'une montagne. Au fur et à mesure qu'ils s'en approchaient, l'excitation s'emparait d'eux. Elle les faisait avancer de plus en plus vite. Eh bien, sur la tour, c'est exactement la même chose.
Plus les ouvriers progressent vers le sommet, plus ils semblent saisis par une fièvre étrange. L'ivresse des cimes, a dit l'un d'eux, qui les fait virevolter en tous sens. Au-dessus de la salle du 3e étage, point ultime de l'ascension pour les futurs visiteurs, il reste encore beaucoup à faire d'ici la fin du mois. Construire les laboratoires prévus pour les expériences scientifiques. Et oui, en haut de la tour, on va pouvoir observer les étoiles, prendre des mesures pour prévoir le temps et étudier l'air. Installer un appartement particulier destiné à Monsieur Eiffel. Je me demande bien s'il y dormira. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi mettre en place les arceaux qui doivent supporter le phare. Et, encore au-dessus, une petite terrasse qui sera surmontée d'un drapeau. On dit que le patron le hissera le jour de l'inauguration. Autant dire qu'il faudra qu'il puisse arriver jusque-là. Quant à mon travail, il n'a guère changé. Toujours à ma forge à faire rôtir les rivets dans l'ombre de mes compagnons. Mais à présent, nous ne sommes plus seuls. Presque tous les monteurs sont regroupés dans cette partie extrême. Ça hurle, ça chante, ça cogne, toute la journée, avec de la gaieté et beaucoup d'entrain. Je me sens revivre. Lundi 25 mars. Les bonnes journées sont toujours chassées par les mauvaises. Ça en devient pénible à la fin. J'enrage. Noiraud a disparu depuis 2 jours. Enfui, introuvable, évaporé, ce gredin de toutou. J'ai beau remuer ciel et terre, interroger les gens du quartier, les gars du chantier où on l'a vu samedi soir pour la dernière fois, impossible de le retrouver. Gustave, que j'ai vu surgir aux abords de la tour, m'a prêté main forte pendant toute la soirée pour le chercher, hier. Rien, pas l'ombre d'une oreille de caniche. Bredouille. Ne t'en fais pas, Léon, il reviendra à ton cabot. À moins qu'il y ait un siège, on ne le mangera pas tout rôti, a dit mon camarade pour me faire rire. Sa blague, je ne l'ai pas trouvée amusante du tout. J'ai pris congé de lui en me disant qu'il me restait une chose à faire. Placarder une affiche sur la vitrine de la boutique pour que les passants la lisent et me donnent des renseignements. Comme disent tous ceux que j'ai questionnés, fichtre, ce Noiraud, il n'est pas tombé au fond de la mer tout de même. Il se trouve bien quelque part. Oui, c'est sûr, mais où? Où peut-il bien être? Au fond de moi-même, je suis sûre qu'il va revenir. En attendant, il nous manque. Jeudi 28 mars. L'agitation est à son comble au sommet de la tour. Monsieur Compagnon, le plus excité, ne nous quitte pas d'une semelle et met son nez partout pour vérifier les moindres détails. On est tous sur le pied de guerre. Moi, en plus de tout cela, depuis hier, j'ai la gorge serrée et une boule d'angoisse qui me tenaille le ventre. Impossible de penser à autre chose. Ce qui m'arrive est si étrange et me chamboule tellement. Non, il ne s'agit pas de Noiraud qui n'a toujours pas réapparu, mais d'une autre chose. Voilà, j'explique. Comme tous les matins, je suis passée au 2e étage pour prendre mes seaux de charbon. En longeant la rangée de porte-manteaux, je me suis arrêtée devant une veste en peau de mouton qui était accrochée là, parmi les paletot et les cache-nez. Aussitôt, elle m'a rappelé celle que j'avais perdue en janvier, alors qu'il faisait si froid. Elle ne pouvait être que la mienne, puisque, en fouillant dans la poche droite, j'y retrouvais mon mouchoir. Et dans l'autre, qu'y avait-il? Une bien mauvaise surprise. Un bout de papier chiffonné où était griffonnée à l'encre noire cette phrase. « La tour, prends garde. » Ça alors. J'en suis restée pétrifiée. Ces mots étaient ceux d'une vieille chanson connue qu'il m'était arrivé de fredonner à l'école. Mais là, il fallait les comprendre au premier degré. Lorsque j'ai pu inspirer une grande bouffée d'air pour reprendre mes esprits, l'évidence s'est imposée. Non seulement on avait pris ma veste pour la cacher et m'empêcher de l'utiliser, mais en plus, on y avait glissé un billet de menace. Autrement dit, on m'en voulait. On cherchait à me nuire. C'est révoltant. Les jambes tremblantes et les mains moites, j'ai eu du mal à me glisser jusqu'en haut. Et avec quelle impression désagréable je me suis retrouvée au milieu de tous ces ouvriers, en sachant que l'un d'entre eux était à l'origine de cette mauvaise farce. Qui était-il donc? Pourquoi voulait-il me faire peur?
Au même instant, au sommet, sans que l'on puisse l'apercevoir de notre côté, un immense drapeau tricolore a été déployé. Le canon s'est tu, et des cris enthousiastes se sont élevés en se perdant un peu dans les airs. Vive Eiffel! Vive la France! Au pied de la tour, la foule se pressait. Nous avons fait une d'honneur à notre patron, le héros du jour. J'ai été bien content de retrouver mes compagnons du plancher pour me glisser parmi eux. On a applaudi les nombreux discours, celui prononcé lors de la remise de la Légion d'honneur à M. Eiffel, et surtout celui du directeur des travaux de l'exposition, M. Alphand, dont la tête ne m'était pas inconnue. M. Eiffel est un général, mais un général pour remporter une victoire a besoin de troupes. Si M. Eiffel a vaincu toutes les difficultés, c'est grâce à vous. Honneur donc, non seulement à M. Eiffel, mais à vous tous. Ensemble, on a bombé le torse de fierté en souriant. Monsieur Compagnon, à peine reconnaissable dans son bel habit, a approuvé par un mouvement de tête. Et Auguste a lâché, le plus sérieusement du monde. Y a pas à dire. Quand on cause bien, ça porte.